Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, il sera question, vous l'avez deviné, du digital, dans le cadre évidemment du colloque autour de l'art de recevoir et de la notion de recevoir. Le digital, alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu le sujet tarte à la crème aujourd'hui, puisque tout le monde nous parle de révolution digitale ou de révolution numérique. Et en même temps, c'est évidemment une question essentielle parce que ça fait partie, on va le dire aujourd'hui, de notre environnement quotidien. Et l'une des problématiques dès que l'on évoque le digital, c'est que d'une part, c'est une pratique qui s'est complètement naturalisée, hein. On vient tous d'éteindre nos iPhones pour pas vous déranger, mais on vit avec en permanence, on est ultra branché, on est ultra connecté, hein. Je ne sais pas jusqu'à quel stade vous êtes constamment connecté, mais quasiment 24 heures sur 24. Et donc, c'est entré dans les mœurs. C'est un phénomène totalement naturalisé. Et puis, en même temps, c'est un phénomène d'une très grande complexité. Phénomène d'une grande complexité parce que, évidemment, ça modifie notre rapport au temps, ça modifie notre rapport relationnel avec les autres. Alors, évidemment, on ne va pas vous sortir les antiennes sur le monde virtuel, la virtualisation, la fictionnalisation du quotidien, c'est-à-dire qu'on ne serait plus en prise avec le réel. On ne va pas du tout être sur ce terrain-là. On va être à la fois sur un terrain intéressant, j'imagine, pour vous, parce qu'on va essayer de cadrer le phénomène, ce qui n'était pas toujours facile, mais heureusement, vous allez le voir, on a des invités très compétents et experts dans le domaine, et ils vont nous faire entrer dans le cœur de cette complexité. Complexité évidemment technique, technologique, parce qu'on va à un degré de raffinement absolu avec des dizaines de milliers d'applications. Évidemment, je l'ai dit, cette connexion permanente. Donc on modifie notre rapport au temps, on modifie notre rapport relationnel aux autres. Il y a une modification totale du rapport à l'information. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de contenu informationnel ou de traitement de l'information et comment cette révolution s'est opérée? Donc, on doit essayer de comprendre tout ça. On se dit c'est impossible de travailler la notion de recevoir en faisant l'impasse sur cette dimension digitale et cette dimension numérique qui a donc modifié complètement la donne. Bien, alors je vais laisser évidemment maintenant le plus simple, c'est que toujours que les invités se présentent. Alors je ne l'ai pas fait pour moi-même. Donc je suis professeur à l'Université de Bourgogne en information communication. Je dirige une équipe qui travaille sur le sensoriel, le sensible et le symbolique, avec un tropisme vain, on va dire, assez marqué, il faut l'avouer, mais évidemment au-delà, autour des questions de l'imaginaire alimentaire. Et évidemment, ces questions du numérique entrent de plein pied dans la reconsidération, la redéfinition de cet imaginaire. Je laisse nos invités se présenter. Peut-être on commence par Rémi. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Mon nom est Rémi Oyon, je suis cuisinier de formation. J'ai été formé par Jean-Paul Jeunet, puis ensuite par Monsieur Loiseau. Il y a une vingtaine d'années, j'ai considéré que l'Internet était un média et pas de l'informatique. Et j'ai fondé un groupe de communication et médias qui s'appelle Happy You, qui regroupe 1500 établissements en France. 99% de nos clients sont aujourd'hui référencés au guide Michelin. Et je tenterai d'apporter des éclairages aujourd'hui à la fois sur des enquêtes et puis sur la perception du marché que j'ai entre le consommateur, le numérique et le restaurateur. Merci. Samuel. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Valls, je suis le président et fondateur de la société Epicurium, qui est un projet que nous allons bientôt lancer avec une application mobile pour la restauration. Bonjour à tous, Pascal Pédiroda. Je suis un chef de produit digital, donc je suis dans une boîte d'informatique, le groupe Atos, mené par Thierry Breton, 80 000 personnes, dans une filiale dédiée aux transactionnels, aux paiements. Donc, quand vous faites des actes de paiement, quand vous allez sur des sites internet, quand vous avez une voiture connectée, quand vous avez beaucoup d'informations, vous faites beaucoup de transactions avec ma société sans le savoir. Et du coup, derrière, il y a beaucoup de données qui passent de façon extrêmement sécurisée. Et ma spécialisation est sur le digital, l'Internet des objets et la mobilité au sens large, avec ses impacts dans l'ensemble de notre quotidien et des vies, que ce soit dans l'accueil, que ce soit un accueil physique dans un restaurant, un hôtel, ou également on observe les mêmes problématiques quand vous arrivez à votre guichet bancaire ou chez un concessionnaire automobile. Donc l'impact du digital sur tout cet accueil au sens large. Voilà.
Merci Pascal. Donc effectivement, on vient d'entendre un terme important qui est la notion d'impact. Je crois que l'une des clés, on vous a mis un certain nombre de questions dans un nuage de mots. Je pense qu'il y a une tension fondamentale qui peut être vertueuse ou moins entre d'un côté un consommateur qui veut avoir un certain nombre de services de plus en plus importants. On l'a dit avec un rapport temporel qui s'est modifié, tout doit être actualisé, tout doit être fait dans le présent. Et dans une logique à la fois de service, mais aussi dans une logique, on va le voir, au niveau digital, expérientiel, au niveau d'une forme de théâtralisation de son expérience vécue dans le cadre de la réception, puisque c'est notre thème. Donc d'un côté, vous avez ce consommateur en attente de service, en attente d'information, en attente d'expérience. Je pense que c'est quand même l'expérience qui est là, vivre quelque chose. Un besoin d'existence, même à partir de rien. C'est-à-dire que là où je mangeais un plat dans la fonctionnalité de mon rapport à la consommation alimentaire, il faut que ça devienne un moment. Ce moment doit avoir une épaisseur narrative et on veut construire une expérience. Donc le digital va évidemment servir cette cause-là. Donc d'un côté, vous avez effectivement le consommateur ou le mangeur, lui, en attente d'expérience, en attente d'information, en attente de service. Et puis de l'autre, mais je ne devrais peut-être pas faire un rapport aussi clivé et dichotomique, mais on va en reparler, il y a le marché qui lui dit, moi je me saisis, je rebondis sur la notion d'impact, il y a le marché, alors marché c'est un certain nombre d'acteurs économiques, professionnels, qui se saisissent évidemment de ces attentes et de ces demandes sociales, et qui vont en faire un usage, là encore, je pense qu'il sera discuté entre nous, avec les limites qu'il faut imposer. Pascal vient d'évoquer le terme de sécurisation, de sécurité, voir que c'est une des données, mais aussi toutes ces informations qui circulent. Elles ne font pas que passer ces informations, elles sont exploitées. Donc ça va être une des données importantes de cet univers et de cette révolution digitale. Voilà, donc cette mise en tension. Donc on joue un petit peu dans l'entrée sur la notion syncrétique de réception, puisqu'on est dans l'imaginaire de la réception. On va voir un imaginaire qui se déploie avant, pendant et après l'activité ou l'expérience. Et puis en même temps, la donnée fondamentale, c'est la modification de la réception sociale. Puisque dans cette réception sociale, j'allais au restaurant, je mangeais, je faisais une réservation de chambre, je faisais une réservation de chambre, j'avais une attente de tomber sur une bonne qualité de chambre, et point final à la fiction qui se montait. Aujourd'hui, je réserve une chambre, il faut que je me pose d'un point de vue réflexif comme malin, intelligent, doué, capable d'utiliser l'information. Quand j'arrive dans cette chambre, je vais prendre des photos, je vais scénariser l'expérience, ensuite je vais restituer cette expérience. Donc on voit que la donnée, on va dire dramaturgique de toute activité sociale devenant elle-même un peu une fiction d'une certaine manière, et le monde digital va évidemment servir cette cause. Donc il y a une donnée nouvelle qui est le renouvellement de cette réception sociale qui est active. Et vous connaissez peut-être cette formule de Goodenough qui dit la culture, c'est ce qu'il faut savoir pour appartenir. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, il faut connaître les codes. Aujourd'hui, ces codes, j'ai envie de dire, ils sont fondamentalement médiatiques ou médiatisés. Quelqu'un qui serait dépossédé de ces codes médiatiques, de l'utilisation. Alors, les codes médiatiques, c'est connaître les éléments de langage, c'est connaître les supports, c'est la familiarité avec tous les pictogrammes, les icônes, parce qu'on n'aura pas le temps de trop développer ce matin, mais il est évident qu'à travers ce monde digital, il y a toute une sémiurgie, il y a tout un théâtre de signes qui s'opère, et vous apercevez que les jeunes, on aurait pu aussi aborder, on ne le fera pas, la table ronde, autour de, on va dire, l'approche générationnelle, parce qu'on va parler du monde digital et numérique. On peut dire aussi qu'il y a des ruptures un peu intergénérationnelles ou générationnelles. Les jeunes, ils sont tout à fait dedans, ils baignent complètement dedans, et ils connaissent ces codes, ils savent utiliser les supports, ils savent multiplier même les supports. Voilà, donc beaucoup de questions, vous le voyez. On va essayer d'aller dans la complexité, peut-être aussi dans l'échange, pas nécessairement consensuel, parce que je pense qu'on peut avoir différents points de vue sur cette question-là. Mais vous allez voir que Rémi, lui, il a beaucoup d'éléments déjà pour cadrer la question et la problématique. Merci Jean-Jacques. Alors, effectivement, pour apporter quelques éclairages,
j'ai souhaité partager avec vous une enquête consommateur qu'on a fait auprès de 2000 personnes en France. Et il me paraissait important de vous sensibiliser sur quelques éléments. 86%. 86% des consommateurs pensent qu'en passant leur réservation en ligne par un intermédiaire de la réservation, vont payer jusqu'à 30% moins cher. Ça veut dire que vous et moi, quand on pense l'art de recevoir ou d'être accueilli dans le digital, on préférerait passer par Booking, Hotels.com, Expedia, La Fourchette, TripAdvisor. Quelques acteurs du global sont en train de tenir en laisse la profession. 86%. Vous imaginez l'énergie que chaque professionnel met dans son entreprise pour établir un lien direct avec son propre consommateur. Et pourtant, nous tous, nous pensons qu'en passant par des acteurs du global, on a des meilleurs services et un meilleur accueil qu'en poussant la porte du site officiel de l'hôtelier et du restaurateur. Je vous ai fait une copie d'écran de Google, qu'on connaît tous, ce fameux moteur de recherche, dans lequel, à la fois, je vous ai mis en rouge les marques représentées par les portails de réservation en ligne, en bleu, les marques représentées par les sites d'avis de consommateurs, et en vert, les quelques places qui restent aux hôteliers et aux restaurateurs pour pouvoir accueillir et recevoir leurs clients en direct. 90% de l'identité d'une marque aujourd'hui d'un établissement est recouverte par des intermédiaires. La grande question, c'est est-ce qu'il ne faut pas que, au cœur des universités, on ne pense pas global, mais qu'on agisse local. Dans cet état d'esprit, les consommateurs, et en tout cas la genèse de cette étude, était liée à un ouvrage qui s'appelait Addiction, ou dans le cadre de sous-titres d'addition, s'appelait le hold-up des intermédiaires en ligne. Il y a un hold-up sur la réservation, il y a un hold-up sur la notoriété, il y a un hold-up sur la réputation, il y a un hold-up sur l'élément essentiel de son fonds de commerce, la clientèle. Et quand j'ai interrogé ces 2000 consommateurs, je leur ai dit, mais au final, pour réserver dans un hôtel, quels sont les critères qui orientent le plus de votre décision d'achat? Et ces consommateurs ont répondu qu'à 70%, le prix était décisif. Bah oui, quand on va sur Internet, c'est qu'on veut payer moins cher. Et qu'inévitablement et intelligemment, ces acteurs du global ont réussi à déposséder la valeur matérielle de l'accueil en ligne basée sur une notion du prix. Tout est devenu prix chez eux. Vous les voyez, les petites annotations, meilleur prix garanti, meilleur tarif, réservé moins cher, etc. Et donc, le consommateur aujourd'hui part du principe que l'accueil en ligne passe souvent par ces plateformes de réservation. Si 72% était le prix qui était décisif, sachez que le deuxième avis qui est sorti, c'est 56% les avis de mes proches. Ensuite, les sites d'avis de consommateurs, à 48%. La recommandation des guides, 42%. Ce fameux virage numérique complètement manqué depuis tous les acteurs aujourd'hui de la profession, pourtant tant reconnus. Alors bon, en ce moment, ils rament, ils cherchent des solutions, mais le virage numérique a été manqué pourtant pour des acteurs connus avec des marques internationales. Et enfin, le dernier élément, vous voyez, pour l'hôtellerie, le nombre d'étoiles, plus grande importance, quoi. Que je dorme au final dans un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles, je recherche un boutique hôtel, un hôtel de charme, un hôtel de luxe. Est-ce qu'il est 3, 4, 5 étoiles? Évidemment, les Palace ont réussi à sortir leur lot du positionnement grâce à cette marque Palace. Mais pour le reste, le consommateur, c'est le prix, les avis de mes proches et les avis de consommateurs. Alors, du coup, je me suis dit, évidemment, puisque le cœur du débat aussi, c'est l'art du recevoir avec cette qualité de restauration, penchons-nous un petit peu sur le mode de réservation des tables en ligne. Alors, on leur a posé la question, qu'est-ce qui influence le plus votre réservation de table? Et là, les consommateurs ont répondu qu'à 37%, c'était les guides gastronomiques. Ils ont répondu qu'à 12%, c'était la presse. Et ils ont enfin répondu qu'à 9%, c'est les réseaux sociaux. Mais vous savez, quand on mène ce type d'enquête, on a la possibilité de réaliser des panels. Et du coup, je me suis un tout petit peu plus intéressé au 18-34,
qui eux ont dit, ben moi, à 17%, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une bascule est en train de se faire vers évidemment des nouvelles plateformes qu'on connaît tous, des plateformes d'échange, Facebook, Twitter, Instagram, qui sont en train de coopter ou en tout cas d'indiquer des endroits où je peux aller manger et qui deviennent décisions d'achat. Ça veut donc dire que l'art du recevoir aussi, c'est de partir du principe qu'un client qui fait par exemple une photo de plat dans un établissement parce qu'il en est content, qu'il la diffuse sur son propre réseau social Facebook, il n'est plus client, il est ambassadeur de la marque. Il est ambassadeur du restaurant dans lequel il vient d'aller. Et en devenant ambassadeur, obligatoirement, il peut influencer des nouveaux consommateurs et qu'on a un transfert de l'art du recevoir sur des classiques réceptionnistes, accueil à l'hôtellerie, accueil au restaurant, qui fait que le message est donné par une tierce personne qui est son propre client. Oui, il y a une révolution numérique à ce niveau-là. Et enfin, on leur a posé les questions, vous réservez avec Internet, vous utilisez quel service? Alors ils ont répondu à 56%, ils ont répondu à 10%, j'utilise un distributeur de réservation en ligne, OpenTable, La Fourchette, etc. À 34%, ils utilisent les deux, le site officiel, et donc là, ils établissent une notion d'accueil en direct avec l'hôtelier et le restaurateur et des plateformes de réservation. Et à 56%, ce qui est assez rassurant pour le coup, où ils vont directement consulter le site internet et ensuite réserver. Alors pourquoi on leur a demandé? Parce qu'ils ont le sentiment d'avoir un accès à un meilleur service client, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent plus facilement annuler ou modifier la réservation, et parce que enfin ils pensent que les offres sont mieux détaillées quand on se connecte auprès des outils officiels des hôtels et des restaurants. L'art du recevoir a complètement évolué dans ce cadre-là. Il n'est pas du tout physique, il est complètement numérique dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Alors, je me suis permis de faire une notion de parcours d'achat que précisait parfaitement Jean-Jacques entre avant, pendant et après l'expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent les consommateurs? D'abord, ils attendent de la considération. Imaginez, cet après-midi, vous allez dans une boutique, vous poussez la porte, vous avez madame ou monsieur qui vous fait un grand sourire puis qui vous dit bonjour, mais vous allez être plus enclin à acheter un produit au sein de cette boutique. Dans la restauration, c'est pas pareil. Je pousse la porte du site officiel. Alors, s'il n'est pas compatible avec les téléphones portables, qu'il n'est pas beau, qu'il se télécharge mal et qu'il n'est pas bon, l'accueil et l'art du recevoir numérique n'existent pas. Et pour le coup, la profession a du retard. Et inévitablement, ensuite, ce consommateur, il veut évaluer. Il ne faut pas aller contre. Vous et moi, on a envie de donner notre avis. On veut partager l'expérience, on veut mettre des avis de consommateurs, on veut avoir la capacité de comparer. C'est ce qui fait que dans l'art de recevoir, c'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale. Une entreprise aujourd'hui, dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, en plus d'avoir une marque digitale, a une empreinte, et plus particulièrement dans ce secteur d'activité. Enfin, le consommateur veut réserver au meilleur prix et puis il veut partager l'expérience. On aura l'occasion effectivement de voir que des plateformes de marché sont aussi en train de se mettre en place, comme Epicurium, dans lequel on va pouvoir se connecter ensemble et partager des éléments correspondants. Sachez que pendant l'expérience, 70% des consommateurs privilégient Facebook, Twitter, Instagram, c'est-à-dire qu'ils se checkent, ils donnent l'information, ils disent « je suis là, voilà ce que je mange et je le partage avec mes proches amis ». Et après, vous avez à peu près 30% des consommateurs qui, eux, prennent le temps d'aller dans des sites d'avis de consommateurs où là, ils vont dire « j'ai bien mangé, j'ai mal mangé », enfin, tout des tas d'éléments correspondants. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre dans l'art de recevoir qu'il y a une dimension de notoriété, les réseaux sociaux, et il y a une dimension de réputation, les sites d'avis de consommateurs. Et le comportement à avoir d'accueil ou de réactivité entre la réputation et la notoriété doit être complémentaire, mais surtout pas confondu. Enfin, le troisième élément, le client il veut être fidélisé, et c'est ce qui participe à l'empreinte digitale. Et là, on arrive effectivement dans ce cercle vertueux entre avant, pendant et après. Un consommateur aujourd'hui, il souhaite être attendu, reconnu, avoir un service personnalisé, vivre une expérience, des émotions, être remercié. Et c'est tout le débat dans lequel je vais rejoindre la table ronde maintenant pour créer justement des clés pour l'art du recevoir digital. Et dans cet état d'esprit, sachez que les hôteliers restaurateurs, l'une des forces qu'ils ont, c'est qu'ils ont une marque.
Et cette marque, c'est un super pouvoir. Sauf que ces marques, il faut réussir à la réexposer auprès du consommateur et réfléchir directement toute cette notion d'accueillir en direct ses clients correspondants. Alors, si je termine par un élément, moi je me souviens quand j'étais à l'école hôtelière, mes professeurs de marketing me disaient « Mais Rémi, c'est très simple, prix, produit, promotion, la règle des 4P, et tu vas voir, on a la possibilité de monter une entreprise. » Bon, 20 ans plus tard, je pars du principe qu'il faut peut-être raisonner différemment, presque faire évoluer les programmes, et de se dire « Mais au final, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la règle des 4D, le deal, le direct, le data, le digital, je distribue, j'assure la promotion de toute la distribution directe, je fabrique de la data dans mon entreprise pour pouvoir fidéliser mes clients et je n'utilise que de la plateforme digitale et dans lequel je la complète à une autre règle qui serait les 4 E, émotion, expérience, exclusivité, engagement. C'est ça que recherchent aujourd'hui les nouveaux consommateurs. Et dans cet état d'esprit, eh bien, le digital, c'est sûrement combiner la règle des 4 E et des 4D, et c'est créer des alternatives basées sur l'innovation pour reconquérir l'art du recevoir au cœur du digital. Merci pour cette présentation. Merci pour votre temps. Pardon, je suis désolé. Et je redonne la parole à Jean-Jacques sur ce thème en question. C'est normal, on a parlé de la réception active, alors on est en plein dedans. Bien. Je pense qu'une première complexité, c'est que Rémi vient de... Je pense qu'on peut saluer sa présentation qui était tout à fait claire, tout à fait structurée. La première difficulté, c'est peut-être le nouveau statut du consommateur. Parce que, fondamentalement, il est devenu un nouveau média. Lui, finalement, il devient prescripteur, il devient acteur sur la scène sociale. Donc du coup, avec le digital, il y a une problématique particulière, c'est que les acteurs du marché digital, ils peuvent traiter en direct avec le consommateur et se passer d'une certaine manière du restaurateur lui-même et de l'hôtelier, puisque son rôle devient secondaire, puisque le jeu se crée d'abord, avant tout, en première instance, entre les informations qui circulent sur Internet et le consommateur. Et le consommateur devenant prescripteur, devenant évidemment un nouveau média. Donc ce n'est pas simplement une allégorie, une métaphore, de dire que lui, il va assumer ce rôle médiatique, le consommateur lui-même. Donc vous voyez l'intérêt pour les acteurs du marché digital de capter, en quelque manière, ce consommateur. Parce que c'est là que l'enjeu est stratégique, peut-être plus que sur la source elle-même sur laquelle on communique. Donc ça, c'est un enjeu complexe qu'il faudra mesurer. Je pense aussi que ce qui complique la tâche, Rémi, il a tenté et il l'a fait évidemment avec un échantillon, vous avez vu, très représentatif de 2000 personnes, de faire une analyse, comme on dit, des éléments discrets de la perception. Est-ce que c'est le prix qui joue dans vos choix? Est-ce que c'est ce sont des attentes particulières de service? Est-ce que c'est le nombre d'étoiles qui pour vous est l'indicateur ou le référent? J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, le consommateur étant média, utilisant tous ces codes médias, il y a une forme d'hybridation de tous ces facteurs-là. Et c'est très difficile finalement de les discrétiser, comme on dit, ou de les discriminer. Je prends un exemple. Quand vous allez sur TripAdvisor, c'est vrai qu'on peut dire que le système de classement d'étoiles n'est pas l'indicateur phare, mais en même temps, TripAdvisor vous oriente en vous disant « tu fais une recherche d'hôtel, par exemple, tu cibles sur quelle catégorie d'étoiles, tu veux un 2 étoiles, un 3 étoiles, un 4 étoiles ?» Et ce qui fait que quand vous interrogez la personne, c'est complexe pour elle de répondre en disant ce qui est dominant, parce qu'elle fait déjà un premier arbitrage entre « je cible un segment », 3 ou 4 étoiles. Dans ce segment-là, j'ai décidé que je mettrais tel prix, je serai à 100, à 150 ou à 50, j'en sais rien. Et donc, vous voyez, il y a déjà un phénomène d'hybridation entre ce qu'on appelle ces indicateurs discrets. Et ce phénomène est amplifié par le fait que dans mon arbitrage, je dois composer avec tout ce qui circule dans ma tête, mais comme je suis un média, tous les niveaux d'information circulent dans ma tête. C'est ce qu'on appelle la circulation médiatique. C'est-à-dire que mon arbitrage se fait avec un syncrétisme entre ce que m'ont dit mes amis, qui servent de référent, ce que m'ont dit les médias, les guides, mais à quel guide je vais faire? Parce qu'il y a des phénomènes de mode dans les guides. Hein, c'est comme les gens qui vous prescrivent des régimes.
Ils existent pendant 2 ans, ils sont en orbite pendant 2 ans, puis après ils disparaissent, ils sont complètement atomisés. Donc là, c'est très difficile. Il faut faire ce travail qui a été fait par Rémi, discrétisation des éléments, mais en même temps, il faut se dire que le consommateur est dans cet arbitrage complexe de tous les phénomènes qu'il pense maîtriser, mais dont il est peut-être aussi le sujet, hein, si je me fais bien entendre. C'est-à-dire qu'avec cette circulation médiatique, vous devez faire un arbitrage entre ce que vous avez vu à la télé, entendu dans des guides, lu dans des articles de presse, dans des rubriques, et finalement, ce n'est pas une circulation neutre. Il y a des acteurs, finalement, qui prennent peut-être davantage la parole, qui ont davantage voix au chapitre. Donc ça, il faut qu'on intègre tout ça, même si on essaie de ressortir et de hiérarchiser les éléments. C'est presque plus comme un ethos, si vous voulez, complexe, un mode de vie dans lequel tous ces éléments sont brassés. Bon, cela dit, maintenant, il faudrait peut-être qu'on en vienne à des applications plus précises. Et je pense qu'avec la société Epicurium et puis le travail qui est fait, on va entrer sur le domaine d'application, hein, je pense, voilà, concrète. Concrètement. Donc alors, déjà pour vous expliquer un petit peu le contexte de notre projet, donc nous on est parti un petit peu du constat puisque mon associé et moi on vient du digital, de l'informatique, donc on a bien connu l'émergence des nouvelles technologies et c'est vrai qu'il y a un phénomène qui est latent, hein, mais qui devient de plus en plus prégnant, c'est l'émergence des téléphones mobiles, des smartphones, qui amplifie et exacerbe en quelque sorte le phénomène, puisqu'en fait, on peut le constater dans la distribution, par exemple dans les magasins, on voit de plus en plus maintenant de gens qui vérifient les prix avec leur téléphone portable pour vérifier si le prix qui est affiché dans un magasin est le moins cher. Donc, ils peuvent le comparer par rapport à un site internet, mais le comparer également avec d'autres magasins dans le centre commercial ou à proximité. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit et qu'on assiste dans tous les domaines, y compris on va dire, quand il s'agit de recevoir, enfin, d'aller au restaurant. Donc la conséquence de ça, c'est que le comportement des personnes a tendance à aller vers un phénomène beaucoup plus d'immédiateté, donc décaler ou retarder l'acte de décision, puisqu'en fait, on va pouvoir se décider en consultant des avis, enfin tout ce qu'on a cité jusqu'à présent, dans la rue, et éventuellement se détourner d'un restaurant qui nous paraissait intéressant, parce que quelqu'un dans le groupe a pu voir des avis sur un autre restaurant qui était un peu plus loin et qui paraissait beaucoup mieux. Donc ça, cette dimension pour les restaurateurs, c'est clairement une contrainte supplémentaire. Et ce qui a motivé notre projet, c'est aussi de voir que pour l'utilisateur, quand il est dans cette configuration, il va devoir justement, comme vous le citiez, se focaliser sur des éléments clés. Hein. Donc il va avoir l'influence de ce qu'il aura pu avoir avant, de se retrouver sur son lieu de décision. Mais surtout, ce qu'il va essayer de retrouver, c'est une information qualitative qui va pouvoir le décider au final et confirmer les choix qu'il aura fait avant. Et donc, du coup, dans notre projet, sur lequel on avance, et donc on pourra bientôt le concrétiser en lançant l'application, on a essayé justement de qualifier l'information et éviter de laisser le libre cours aux personnes et donc de faire ce qu'on retrouve sur les sites d'avis de consommateurs et la possibilité de mettre énormément de commentaires mais qui finalement en mobilité n'apportent que peu d'informations. Donc tout notre travail, ça a été un petit peu de séquencer quels sont les critères qui vont permettre à un consommateur de se décider pour aller dans un restaurant. Samuel, qu'on comprenne bien, vous êtes parti d'une démarche empirique ou vous aviez fait une étude de marché pour justement entrer dans cette logique? Oui, c'est-à-dire que nous, on a essayé de séquencer pourquoi on allait au restaurant finalement. Donc on peut y aller pour des questions d'ambiance et puis ce qui est l'élément central, c'est le plat. Vous avez fait de l'observation? Oui, c'est de l'observation qu'on a faite, voilà. Plus que de l'étude, sociologique. Voilà, en tant que start-up, on n'a pas encore les moyens de Rémi de faire des études voilà, sur des panels. Mais par contre, ça a été ce constat que l'on a fait.
on l'a fait en tirant des témoignages de restaurateurs et d'utilisateurs. Bon, après, ce qui est important, c'est qu'on a pu constater que à travers les générations, on s'aperçoit que l'influence du mobile est de plus en plus importante. Donc, ce que l'on fait comme constat à l'heure actuelle, on pense que ça deviendra de plus en plus la norme dans le futur. Et donc, pour revenir donc aux éléments, aux critères de choix, le point essentiel qui nous paraît important de remettre au centre du débat, c'est justement le savoir-faire du restaurateur et son plat. Donc voilà, donc toute la séquence, le séquençage des informations que l'on a fait tourne autour du plat. Donc, lister les ingrédients, permettre de mettre en avant la photo du plat. Et derrière cette volonté de rendre un service aux utilisateurs, ce qu'on a voulu essayer de transformer pour le restaurateur, c'est qu'il puisse en tirer des enseignements concrets et que pour lui, en tant que professionnel, tu me disais tout à l'heure, le marketing n'est qu'un des aspects qu'on apprend au restaurateur, mais c'est vrai que l'essentiel de son travail, il est derrière ses fourneaux, donc il n'a pas forcément le temps de devenir un expert en marketing, mais ce qui est important à travers notre volonté, ce que l'on veut apporter, c'est offrir des tableaux de bord très précis aux restaurateurs pour qu'ils sachent quelle est l'expérience que le mangeur, enfin son hôte, a pu retirer quand il est venu dans son restaurant. Alors d'abord, avec grand plaisir pour mettre à disposition les études qu'on a réalisées, j'en serais ravi. Ce qui est intéressant dans le projet d'Epicurium, c'est quoi? Tout à l'heure, je disais qu'il y a quelques acteurs du global qui sont en train de tenir en laisse la profession. C'est-à-dire que vous avez 3-4 acteurs aujourd'hui qui sont en train de dire non, mais c'est que le prix, vous inquiétez pas, prix avis de consommateur. Après, le classement de l'hôtel ou du restaurant, on s'en moque. Que le chef fasse une cuisine de terroir, bourgeoise, gastronomique, etc. Faites-nous confiance, nous, parce qu'il n'y a plus que nous qui existons. Et au final, la profession n'est pas en train de se rendre compte que d'abord, on a raté notre premier virage numérique qui était la construction de sites et la construction de systèmes de réservation. Et on est en train de rater notre deuxième virage numérique qui est que les consommateurs se sont connectés aux social médias et sont en train effectivement d'agréger des tas de contenus pour décider du restaurant dans lequel ils veulent aller. Et malheureusement, aucune interface existe de nouveau. Et la profession réagit toujours pas. C'est-à-dire que la sensation même de l'accueil demain et l'art du recevoir est en train d'échapper de plus en plus. Prenez le cas de Booking.com. Aujourd'hui, il n'envoie plus le prénom, le nom et l'email du client. C'est un numéro. En tant qu'hôtelier-restaurateur, vous ne savez plus qui vient manger chez vous ou dormir. Nous en sommes arrivés là. Parce qu'ils partent du principe que les clients leur appartiennent. Hôtelier-restaurateur, vous n'êtes plus que des fournisseurs. Ça veut donc dire que le cercle universitaire et inévitablement les formations qu'ils vont imaginer sont presque au stade de dire il faut faire une révolution pour effectivement renouer un dialogue direct avec le consommateur afin qu'effectivement on puisse accomplir une vraie transformation digitale de la profession. Ouais, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes de captation du consommateur. Et on disait cette tension problématique entre un consommateur en quête d'expérience et un marché en quête de clients. Donc, il faudra voir comment cette équation fonctionne. Samuel, la question aussi, c'est, bon, il y a une attente d'information sur le plat. D'accord. Mais est-ce que la fonctionnalité, en quelque sorte, de cette application, c'est de dire au consommateur, on te donne une information de nature à te rassurer, plutôt de nature à t'informer de façon aussi exhaustive que possible sur la qualité de ce plat, ou est-ce que vous allez aussi sur des modalités qui appartiendraient davantage, puisqu'on est sur le mode expérientiel, faire rêver, réenchanter, ou est-ce qu'au contraire, plutôt que fictionnaliser, on va dire, le plat, mise en scène photographique, théâtre narratif, vous allez vivre une expérience unique avec une pièce de bœuf savoureuse, etc., etc. Est-ce qu'on laisse tomber tout ça et est-ce qu'on revient à l'essentialité du plat? Est-ce que vous voulez servir cette cause? Non, alors disons qu'on peut pas, enfin, on ne veut pas ambitionner d'essayer d'embrasser la globalité de l'expérience que l'utilisateur, enfin, de la mise en scène qu'il va y avoir entre le restaurateur
et l'utilisateur. Donc ce qui est important de comprendre, et ça on est tout à fait en phase avec l'activité de Rémi, c'est que tous ces médias sont complémentaires. Donc d'être présent sur une application comme Epicurium, enfin après je vous décrirai tous les services qu'on est censé rendre à l'utilisateur, mais pour le restaurateur, il faut qu'il comprenne qu'en fait, il a plusieurs médias à sa disposition. Le fait d'être présent sur une application comme la nôtre ne le dispense absolument pas d'avoir un site internet sur lequel il va justement pouvoir travailler sur sa marque, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, ce qu'on essaie, c'est plutôt déjà d'uniformiser, de pouvoir comparer en fait, tout simplement, des plats et des restaurants entre eux, avec des critères objectifs. Et après, on y apporte un soupçon d'intelligence artificielle, ça c'est l'autre aspect de l'application, pour essayer de mieux comprendre le goût de l'utilisateur. Voilà. Alors l'idée, c'est pas de lui dire exactement ce qu'il va aimer ou ce qu'il va pas aimer, mais ça va permettre d'accompagner l'utilisateur pour que dans l'ensemble, enfin dans l'énorme quantité de plats et de restaurants qui vont être à sa disposition, qui puisse un petit peu mieux, plus facilement se diriger par rapport, pas seulement à des traitements quantitatifs, mais à des traitements qualitatifs. Voilà, comme Rémi le disait tout à l'heure, TripAdvisor, vous allez estimer que les avis, la moyenne des notes qui sont données est justifiée parce que vous allez avoir 3000 avis. Bon, on ne sait pas si ces 3000 avis sont vrais ou pas vrais, mais tout est mis en avant par rapport à de la quantité et pas du tout par rapport à de la qualité. Et donc, nous, notre ambition, c'est vraiment de partir du côté qualitatif et des jugements et de l'expérience qui sera retirée à travers l'application. Rémi ? Sur la partie du digital, on le voit, un retard existe au niveau des applications. Et là, ce qui est intéressant, c'est une application qui agrège le tout. Mais les applications, c'est aussi l'art de recevoir au cœur de la table. Je vais vous faire une confidence. Je pense que les sommeliers sont les bûcherons de l'hôtellerie et de la restauration. Est-ce que vous avez déjà vu la quantité de forêt qu'on abat pour faire des cartes de vin? Alors que vous allez dans un restaurant gastronomique, on vous apporte un espèce de grimoire qui pèse 4 kilos, on se fait une scoliose quand on le porte, on a le sentiment que c'est le grimoire du père Fouras du Fort Boyard, pour arriver à nous le poser sur la table. Au moment où vous ouvrez le livre, vous ne voyez plus personne, vous avez même le sentiment que votre femme avec qui vous étiez marié, elle n'est plus à table parce que tellement le livre est gros, vous ne voyez plus personne à la table. Et en règle générale, c'est un livre de cave qui est truffé de ratures, parce qu'il y a malheureusement plus de millésimes, plus de vignerons, etc. C'est ça l'art de recevoir. Alors, il y a la parade trouvée par les restaurateurs, c'est de mettre effectivement un iPad avec effectivement des références là, de vin. dans cette idée-là, si évidemment je me permets de forcer autant le trait, c'est pourquoi le digital n'est pas pensé au sein de la profession à travers ces fameuses applications, pour permettre justement de dire on va mettre une tablette, un iPad, etc., mais qui ne vont pas remplacer le papier, qui vont apporter des services supplémentaires dans le cadre de le recevoir. Je donne 3 exemples. Vous allez généralement dans les restaurants gastronomiques, aujourd'hui on y va beaucoup pour fêter des événements, souvent des anniversaires. Grâce à ces petits outils, on peut dire je cherche un millésime 88, 90, 92, et automatiquement le logiciel va aller chercher à travers toute la carte et tous les domaines, tous les vins disponibles dans ce millésime en question. On crée de la valeur. On a une autre façon de penser l'art du recevoir. La clientèle étrangère, malheureusement, elle est un peu perdue dans les climats de Bourgogne. Bon, inévitablement, de temps en temps, elle se dit, est-ce que j'irai pas prendre un chardonnay du Jura, et inévitablement, ou d'aller chercher des millésimes, des cépages ou des millésimes particuliers, qui là fait que l'art de recevoir peut s'imaginer différemment parce qu'on fait entrer du numérique dans les casseroles. Voilà. C'est ce qui manque aujourd'hui au cœur de la profession. Oui, on reviendra sur cet exemple. Juste une toute petite parenthèse. Moi, j'en avais parlé avec les restaurateurs de Dijon qui utilisent effectivement un iPad pour avoir de l'information sur leur vin. Et je disais, ça pourrait être intéressant non seulement d'avoir une fiche vin, parce qu'à la limite, une fiche vin avec des descripteurs sensoriels et un discours expert, c'est pas non plus ce que recherche Il y a encore tout un discours à inventer via le digital qui concerne le discours de l'amateur et non pas le discours de l'expert.
hein. Et je leur disais, mais on pourrait mettre aussi en scène le vin. Ça pourrait être intéressant de voir le château, la source. Mais dans ce cas-là, ça va être chronophage. Si vous êtes à table et que vous êtes sur votre iPad et que vous commencez à partir sur tel château, sur tel climat de Bourgogne, à regarder son histoire, le terroir, dans ce cas-là, vous n'êtes plus disponible même pour la table. Donc là encore, il y a un équilibre à trouver entre les deux. On n'a pas encore entendu Pascal, qui est vraiment un exemple de patience. Désolé, mais bon, Non, mais on arrive enfin. j'écoute aussi, ouais. avec beaucoup d'intérêt. Peut-être rebondir sur cette question et ensuite réexpliquer, Oui, alors, Pascal, votre positionnement sur ce marché. en fait, juste pour rebondir sur le vin, c'est aussi une passion. À titre personnel, je construis une base de données. Finalement, j'ai posé des questions à un de mes clients sur une application mobile qui avait commencé sur les PDA. Et finalement, les gens, ce qu'ils veulent, on parlait des amateurs, c'est dire je suis au resto, j'ai une bonne expérience, j'ai un vin qui m'est servi que je n'aurais pas connu, j'ai envie d'en acheter. Et il faut que l'acte soit facile, il faut que je prenne la photo, peut-être l'affiche, peut-être voir 2-3 commentaires, mais j'ai envie de l'acheter maintenant, parce que j'ai envie de reproduire cette expérience. Et ça, finalement, effectivement, on peut rajouter de la donnée, de l'expérience, et puis, mais avant tout, c'est cet acte de consommation immédiate que le digital va permettre. Et également, quand on cherche un petit peu plus loin, c'est le vigneron qui a envie, lui, de savoir qu'il y a eu ce coup de cœur, cette passion, et qui pourrait livrer en direct. Et finalement, il y a, je suis sûr, des places de marché qui vont arriver très vite pour pouvoir mettre en relation ce vigneron qui a envie de mieux connaître les moments où il a été là, finalement, d'être à la table, et finalement aussi pour le consommateur, peut-être grâce au digital, d'amener presque le vigneron avec lui, s'il en a envie, en tout cas, d'avoir ses bouteilles, de pouvoir recommencer et de multiplier cette expérience et de partager ça. Voilà. Donc, c'est un exemple, juste pour rebondir sur le